voudrais revenir sur ma conception de l'herméneutique. On m'a souvent dit, mais comment se fait-il que vous n'acceptiez pas tel texte comme cela, que vous disiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte, qu'il y a eu des interpolations, etc. La question est la suivante. Est-ce que le texte prévaut sur la réalité, ou est-ce que la réalité doit mettre en perspective le texte? Tout dépend justement de celui qui se pose ce problème. Pour ceux qui n'ont pas accès au réel, c'est évident que le texte fait autorité, bien évidemment. Et qu'ils ne capteront le réel qu'à travers ce texte. Mais en revanche, pour ceux qui ont accès au réel, c'est-à-dire qui ont un certain sens de ce qui peut raisonnablement se dire ou se faire, eh bien à ce moment-là, le texte ne saurait être en contradiction avec cette réalité. Donc par conséquent, à ce moment-là, c'est la réalité qui permet d'appréhender le texte et de le remettre en perspective, et éventuellement de mettre en évidence ses incohérences, ses interpolations, etc., etc. Donc on a là encore une fois des gens qui fonctionnent différemment, et c'est un point sur lequel j'insiste lourdement ce matin. Les gens ne fonctionnent pas de la même manière, ou plus exactement, pas individuellement, parce que moi je ne suis pas pour une approche individuelle des choses, mais il y a des groupes, qui fonctionnent d'une certaine manière et des groupes qui fonctionnent d'une autre manière. Et alors ces groupes, il faudrait distinguer entre les groupes qui sont en tant que tels culturellement et ceux qui le sont subconsciemment. C'est plus facile c'est paradoxalement plus facile de dire qu'on appartient à un groupe culturel qu'à un groupe naturel. Plus facile de dire qu'on est français que de dire qu'on est une femme ou un homme. Alors qu'en l'occurrence, c'est plus évident de voir que quelqu'un est un homme ou une femme plutôt qu'il est français. Là aussi, on n'est pas à l'abri des paradoxes. Mais le fait est qu'il y a une appartenance consciente. Voilà, je suis de telle culture, de telle religion, parce que j'ai reçu tel et tel enseignement, etc., ou telle et telle valeur qui m'ont été inculquées, ou alors je suis comme cela, sans le savoir, sans avoir été éduqué dans ce sens, mais parce que c'est viscéral en moi. Ce qui est le cas justement des hommes et des femmes. Ils ne sont pas hommes ou femmes, contrairement à la théorie du genre, parce qu'on leur a mis telle et telle idée dans la tête, ils le sont de facto dès la naissance, et même bien avant la naissance, bien évidemment, et que c'est quelque chose qui va émerger en eux-mêmes. Alors évidemment, dans ce cas-là, ils vont dire « c'est moi ». Oui, puisque ils vont découvrir cela en eux-mêmes. Mais il est évident qu'ils vont devoir découvrir qu'ils ne sont pas tous les seuls à fonctionner comme ça. En revanche, quand on est dans la surconscience, là, on est complètement conscience qu'on est dans un groupe, qu'on est dans un collectif. Et à ce moment-là, on est dans le collectif et on peut se situer dans ce collectif. Mais si on est comme on est pour des raisons subconscientes, eh bien, on ne se découvre que par le biais de son moi, et donc on a du mal à... En même temps, on sait qu'on n'est pas tout seul, puisqu'on voit des gens qui nous ressemblent, qui ont le même sexe, etc. Mais en même temps, notre ressenti, on ne l'a pas reçu de l'extérieur, on l'a reçu de l'intérieur. Donc on a du mal à dire nous, on est dans le jeu. Alors quand on appartient à une culture donnée, on va dire le nous. C'est pour ça que les femmes ont du mal à dire nous, puisque finalement, elles ne se connaissent qu'à travers leur jeu. Bon. Alors, pour revenir à notre discours, il faut avoir une approche transdisciplinaire, n'est-ce pas? Quand il y a des interpolations, voilà, on voit bien que là, il y a un discours qui a été perturbé dans son développement. Bon. Pourquoi il a été perturbé? Si je commence à dire qu'il a été perturbé, ça veut dire que ce discours, je ne le prends pas à la lettre. Je le prends sous bénéfice d'inventaire, sous réserve d'inventaire. Mais quelqu'un qui n'a pas de repère dans le réel, il n'a pas d'autre choix que de prendre ce discours comme il est, et tel qu'il est, et intégralement. Et c'est là aussi qu'il y a des différences, par exemple au niveau même entre chercheurs, entre historiens, des textes, eh bien il y a des écoles différentes.
il y a l'approche apologétique qui fait que la personne dépend totalement de ce qui est paru et des textes tels qu'ils se sont présentés, et qui va essayer de les justifier dans leur intégralité et de leur intégrité supposée. Et il y a l'approche critique qui dit non, ça ne tient pas debout, ça ne fait pas sens, ça ne fait pas suite. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'approche critique. Et je pourrais donner des tas d'exemples comme cela, d'historiens qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, parce qu'il y en a certains qui sont scotchés au texte, et qui ne voient que le texte, pour qui ce texte est une réalité globale, qu'il faut prendre dans sa globalité, et d'autres qui, au contraire, ont une approche critique, où ils décortiquent, où ils inventorient, et ils distinguent, et ils classent, et ils perçoivent des couches successives, et ils ne prennent pas les choses comme vérité d'évangile ou du Sinaï, comme on dit en hébreu. Donc là aussi, on voit qu'il y a des clivages majeurs qui se produisent, et il faudrait en être conscient. Il faut être conscient qu'il y a une approche qui est marquée par une sorte de programmation qui fait que la personne va se plier au texte écrit, comme on dit, c'est écrit dans le journal, voilà, c'est écrit, c'est dit comme ça, donc c'est comme ça. Ça ne se discute pas. Et puis une approche plus élevée, je dirais, sur le plan hiérarchique, je dirais en quelque sorte, où non, ce texte il est comme ça, il pourrait très bien être autrement, et ce n'est jamais qu'un avatar de la réalité. Ce n'est jamais qu'un reflet de la réalité, un reflet plus ou moins fidèle de la réalité, à un moment donné, et qu'il faut relativiser. L'approche critique est une approche qui relativise l'autorité du texte. Et je terminerai en disant que cela vaut aussi pour la perception de toute forme d'unité. Il n'y a pas. Bon, je dirais que c'est comme dans le domaine de la physique, l'unité est une apparence. Derrière tel et tel objet, il y a toutes sortes d'atomes qui ne font pas, qui sont dans la pluralité. Eh bien, c'est la même chose dans le domaine. Dans le domaine, par exemple, des États. Qu'est-ce que c'est que la France? La France, c'est une unité, si on veut, mais en réalité, c'est une multiplicité de lieux et de milieux, et on ne s'intègre pas en France, si on parle des immigrés, on s'intègre dans un certain milieu en France. Hein, on n'a pas, l'immigré ne va pas dire « je suis français, point final ». Il a à dire « je vis en France dans un certain contexte, dans un certain milieu », et donc ça n'est pas aussi simple que ça. Peut-être que pour lui c'est plus simple de dire la France, mais en réalité c'est une certaine France dans laquelle il s'est intégré, et c'est souvent d'ailleurs une France qui est elle-même une France d'immigrés. C'est-à-dire qu'il va s'intégrer dans des milieux qui sont eux-mêmes des milieux d'immigration, c'est-à-dire que ce sont des étrangers qui vivent en France et qui vivent entre eux.